Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Je suis dans les bureaux du crime avec qui donc? Guy Barrette. Hey, salut, ça va bien, Mario? Je cherchais une façon de faire une introduction un peu Ouais, différente. t'essaies de faire quelque chose de différent à chaque fois, là, mais là, je pense que tu manques d'imagination. Là. Mais par contre, je commence toujours par la même phrase. Bienvenue aux nouvelles... Ouais. Ça, ceux qui écoutent le podcast régulièrement se disent, pourrais-tu changer son intro peut-être? Mais j'ai besoin de cette intro-là pour partir... Donc, on est dans les locaux du crime qu'on remercie de Oui. nous passer gracieusement cette salle pour l'enregistrement. Avec Marc Taillefer. Bonjour, Marc. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Marc, qui est maintenant un habitué de notre podcast parce que c'est la deuxième fois Oui. qu'on t'a comme invité. D'ailleurs, merci quand j'avais lancé un appel à tous pour demander à ceux qui s'intéressaient à venir nous revisiter. Tu été un de ceux qui étaient dans le parmi premier à offrir. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, ce qui est drôle, c'est que nous, on est au crime, mais t'étais toi aussi au crime dans une salle à côté, puis on a quasiment eu un peu de difficulté à se trouver. Oui. Parce que le crime a des grands projets, puis ça se peut que je m'associe avec eux à certains projets. Donc, fait que, les affaires vont probablement se régler là, dans les prochaines semaines. Bon, ben, écoute, allons-y avec ta bio. Oui. Grosso modo, toi, tu gagnes ta vie. Tu es un consultant indépendant. Absolument. Tu gagnes ta vie parce que tu vends ton savoir-faire sur comment organiser un service TI. Ouais. Puis j'utilise mes connaissances TI qui sont quand même pas des connaissances de développeurs, de programmeurs. C'était plus des connaissances de gestionnaire de boîtes TI. Mais je vais chercher beaucoup de mon expérience aussi, parce que j'ai fait à peu près 15 ans de ressources humaines. Donc, toute la partie de la gestion des ressources humaines, toute la partie du développement organisationnel, je vais chercher ça, là, parce que c'est bien beau, les technologies, mais il y a la partie humaine, là, qui est bien importante. On oublie souvent. Ben, on l'oublie souvent parce qu'elle est plus difficile. Tu sais, c'est bien plus difficile gérer des humains puis travailler avec des humains que travailler à un moment donné avec un serveur, un clavier. Un clavier puis ces choses-là. Tu sais, notre auditoire est principalement formé de développeurs. On s'entend on a compris assez rapidement que c'était plus facile de dialoguer avec un ordinateur, parce que quand on lui donne, en tout cas, la bonne séquence d'ordre, il fait toujours ce qu'on lui dit. Puis si t'essaierais de faire la même chose avec des êtres humains, c'est un autre défi. C'est ça, surtout, ouais. Puis ceux qui ont été mariés puis ceux qui ont des enfants, et pas nécessairement avec l'autre, mais ces gens-là savent fort bien que traiter avec des humains, c'est pas toujours facile. Ah, tout à fait. Puis, mais une chance que c'est pas toujours facile, parce que si tous les êtres humains seraient juste des boîtes noires, des robots, en tout cas, ce serait un monde un peu triste. Ça serait triste. Puis, donc toi, ton axe, ton savoir-faire, il est beaucoup plus axé sur l'intelligence émotionnelle, entre guillemets, plutôt que sur un savoir-faire technique du genre, moi, je sais bâtir des architectures multi-tiers. C'est pas là ton savoir-faire. Il est beaucoup plus les compagnies à s'enligner à partir de la fonction ou de la mission qu'ils ont, de mettre en place des méthodologies, des processus pour être capable de supporter cette mission-là puis être performant. Puis la performance ne veut pas nécessairement dire là, que tu rends tes employés esclaves. Là. Mm-hmm. OK? Donc, c'est toujours de l'axer vers ça. Puis ça, toi, tu t'improvises pas. C'est pas comme, je vais faire ça parce que ça me tente. C'est pas quelque chose, comme tu as dit, tu avais 15 ans d'expérience, premièrement sur le terrain, mais là, depuis plusieurs années, tu es secrétaire pour tout le travail qui se fait pour normaliser, donc la norme ISO 20 000, qui est une norme sur le service TI. Puis avant ça, j'ai travaillé beaucoup aussi avec comme représentant du Canada pour toutes les normes sur la qualité de la 9001 qui remontent à plusieurs années. Donc, puis j'ai participé à des écritures de manuels d'intégration, de normalisation. Donc, je connais pas mal le monde de la normalisation. Donc, aussi. Ça, c'est un axe. Il y a l'autre, ton savoir-faire aussi qui t'amène à connaître des heuristiques ou des bonnes pratiques qui font que c'est ça sur lequel tu vas reposer ton savoir-faire. Parce que quand tu arrives dans une organisation et tu poses un diagnostic,
tu vas le poser c'est avec des axes précis. Puis, oui, je vais utiliser, exemple, dans certains cas, j'ai utilisé CMMI ou utiliser ISO 20000 ou utiliser même des éléments de ITIL. Là, je regarde à utiliser peut-être MOF version 4. Donc, et de mettre ces éléments-là ensemble. Juste pour nos auditeurs qui connaîtraient pas tous ces acronymes-là, on va prendre okay. Prenons-le après l'autre. Un après l'autre. Donc, t'as commencé, on a commencé par ISO 20000. Donc, ça, c'est une norme. ISO 20000 qui est une norme qui était à partir de ITIL. Donc, il y avait ITIL version 2 qui existait. Donc, que veut dire ITIL? ITIL, c'est Information Technology Infrastructure Library. Donc, c'est une bibliothèque de meilleures pratiques pour du côté opérationnel puis du côté service. Donc, si des développeurs qui ont jamais entendu parler d'ITIL, c'est normal. C'est beaucoup plus nos gens d'IT, d'infra, qu'eux autres, s'ils n'ont pas entendu parler d'ITIL, dans votre organisation, vous avez un certain problème. Parce qu'ils devraient au moins savoir qu'est-ce qui est utile. Ça veut pas dire qu'ils l'appliquent, mais au moins ils devraient savoir. De savoir que ITIL, c'est connecté à des mots meilleures pratiques, puis que ITIL, c'est connecté à des mots opération informatique et service informatique. Ça, c'est... Donc, l'évolution de ITIL est la norme ISO 20000 sur laquelle toi, t'es un ardent défendeur, pas juste quelqu'un qui travaille mais aussi pour la diffuser, la faire connaître. Après ça, on a parlé de CMMI. Oui, qui est le Capability Maturity Model Integrated, parce qu'avant ça, c'était pas intégré. Donc, l'Université Carnegie Mellon a commencé il y a déjà peut-être 20 ans, là, à sortir ça. Ça, c'est vraiment un modèle pour les gens qui font de l'informatique, qui font du développement informatique. Donc on parle de projet, là. On parle pour évaluer le degré de maturité d'une organisation à faire des projets informatiques. Puis à la base, c'est l'armée américaine qui voulait évaluer les fournisseurs, puis être capable de pouvoir les comparer avec des... Oui. Puis chercher à trouver les bons fournisseurs. Puis, donc, ils ont cherché à évaluer la maturité. Puis ils faisaient ça parce que il y avait beaucoup de projets informatiques qui foiraient avant d'arriver à la fin, qui coûtaient le double, le triple de ce qui avait été prévu. Fait qu'il y avait un manque de maturité dans ce domaine-là. Fait qu'ils ont essayé d'amener quelque chose avec la maturité. Et dernièrement, ils ont même commencé à faire CMMI service. Fait que tu vois là, ça évolue. Ça va évoluer. Donc, CMMI d'un côté, et tu as parlé de MOF, le Microsoft Operation Framework. Oui. C'est Microsoft, eux autres, ont trouvé, là, j'ai été invité dernièrement à aller aux États-Unis pour ça. Microsoft trouve que il y avait en main quelque chose d'un bon outil. J'ai l'impression, et c'est une opinion qui est personnelle, là, que je partage avec tout le monde quand même, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé que la version 3 de ITIL allait trop loin par rapport à l'ensemble des clients, si on veut dire, qui comprendront pas là, ce grand pas-là qu'ils font avec V2, V3. Puis il faut dire aussi que ITIL, c'est une brique là à lire, donc c'est un gros document. Donc eux, ils arrivent avec une version simplifiée, mais c'est un peu comme des bonnes pratiques qui serait documenté dans une librairie, puis c'est MOF ou c'est plus que ça, MOF? Ah, MOF, c'est plus que ça, là. Il y a une pensée, là. Ils ont intégré là-dedans de la gouvernance. Ils ont intégré là-dedans une grande gestion, mais ils ont gardé toute la partie opérationnelle. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été réenlignés ou reconnectés la partie opérationnelle, la partie développement des projets informatiques. Ils ont été reconnectés ça avec une gouvernance, puis une gestion, puis ils ont simplifié ça là, dans des petits schémas qui sont bien corrects. Et là, ils s'en viennent avec ça, puis ils s'en viennent, je dis open source, là, j'utilise le mot un petit peu à la légère. Dans le domaine public. C'est que ça va être disponible sur l'Internet et ça va être disponible gratuitement. L'idée de Microsoft est bien simple, c'est que si les gens se mettent à utiliser MOF, ils vont être plus efficaces. S'ils sont plus efficaces, c'est un petit peu comme la soupe Campbell ou la soupe Lipton dans le temps. Là, plus de gens en mangent, plus elle est fraîche. Les fameux hot dog high grade. Plus les gens en mangent, plus elle est fraîche. Fait que si les gens utilisent MOF, ils vont être capables d'être plus efficaces. S'ils sont plus efficaces, ils vont trouver que les produits Microsoft sont plus pratiques, puis ils vont les utiliser plus. De toute façon, on va en revenir parce que tu es en train de parler du cœur du sujet aujourd'hui. Oui, ben c'est ça. Là, on a expliqué un petit peu tous les acronymes, tout ça, mais on n'a pas expliqué quel est le problème. Le problème, finalement, c'est que Microsoft vient de publier des choses, c'est que finalement, la grande partie qui est manquante dans les technologies de l'information, c'est la partie d'arrimer, de connecter ensemble 3 thèmes. La technologie, les processus, puis les gens. Fait que souvent, dans des organisations, on va trouver qu'il y a de la technologie,
mais les gens sont pas formés, ils sont pas compétents pour l'utiliser, ou ils ont pas de méthodologie pour le faire. Fait que c'est d'être capable d'animer ce triangle-là, si on peut le visualiser, d'être capable de visualiser ce triangle-là avec les gens, les processus et la technologie. Et selon Microsoft, eux autres, ils parlent de 80% des avantages, des choses qui pourraient arriver. 80% va se situer au niveau des gens, de l'axe des gens et de l'axe des processus. Donc, la technologie n'est pas la solution. Seulement que 20% du temps. Les gens maîtrisent la technologie ou on parle pas d'un problème qui peut être réglé par la technologie. En grande partie, là. En grande partie. Souvent, parce que là, si on revient à la définition du mot service, parce que, tu sais, il y a tout ça qu'il faut allier ensemble. Avant ça, on parlait beaucoup de technologie. Donc, les gens pensaient technologie, puis c'était un petit peu comme le chirurgien, là. Si on fait un parallèle avec un chirurgien, le chirurgien, t'allais voir le chirurgien disait, regarde, moi te faire une opération, bye. Là, toi, tu savais pas c'était quand, puis tu savais pas c'était quoi. J'ai travaillé 15 ans dans le monde médical, là, je peux vous dire que je vous compte pas des menteries. Donc, le chirurgien, il était bien bon de ses mains, mais il était pas bien bon de sa bouche. Donc, il y avait de la difficulté à communiquer des fois où il n'y avait pas le temps, puis c'était ci, puis c'était ça. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, on ne demande plus au chirurgien d'être juste bon pour faire des opérations. On lui demande de bien expliquer les opérations, d'être un peu compatissant avec la famille, puis avec les malades, puis tout ça. Un peu de psychologie. Un peu de psychologie, puis tout ça ensemble. Fait qu'on demande tout ça. Fait qu'on peut plus dire comme on disait, puis on faisait une farce dans le temps, on disait, le chirurgien disait l'opération est un succès, c'est-tu de valeur que le patient y est mort? Donc, quand dans les technologies d'aujourd'hui, ce qui est important... Ça ressemble à ça souvent, hein? Les projets sont des succès, mais le logiciel n'est pas utilisé par un client. C'est ça. J'ai des exemples, là, d'une réalité, là, c'est à brailler, finalement. Parce que, tu sais, les gens qui l'ont développé, ce logiciel-là, ils ont travaillé bien fort. Ils en ont sué, ils ont travaillé tard le soir, puis ils ont travaillé des fins de semaine. Fait que c'est pas un problème que les gens veulent pas puis qu'ils sont pas compétents. Des fois, c'est un problème que tout ça, c'est pas tout organisé ensemble. C'est pas tout, le paquet il est pas tout attaché. Donc, essentiellement, le problème pas qu'on cherche à résoudre, mais duquel on veut discuter, c'est cette problématique-là de faire en sorte que c'est pas juste quand on développe du logiciel, c'est pas une finalité en soi, c'est d'avoir un vrai service d'information dans une organisation. Donc, au lieu d'être une technologie d'information, ça devrait être un service d'information. Oui. Puis qui, essentiellement, apporte une valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux. Selon les utilisateurs. Tu sais, la mesure, elle va être les utilisateurs. Donc, oui, tu as raison. On parlait avant ça de machinerie, on parlait avant ça de hardware, software. Maintenant, on commence à parler de services. Donc, on parle plus d'un groupe de gens qui vont, disons, offrir Outlook. Maintenant, on va parler d'un groupe de gens qui vont offrir un service courriel. Le logiciel, le serveur, la plateforme est peu importante pour l'usager. Ce qui est important pour l'usager, c'est que ça marche. Qui est capable d'entreposer une quantité de données appréciable, puis pour l'informatique, de comprendre ce que le client veut, puis pour le client, de savoir qu'il peut se fier sur l'informatique, comme tu dis fort bien, pour avoir une valeur ajoutée. Une des choses, c'est qui se passe dans ta carrière, écoute, t'as des cheveux gris, ça fait plus de 20 ans au moins que tu fais d'informatique, mais de plus en plus, tu travailles à l'international. Oui. Donc, tu nous racontais là, que tu t'en vas, malheureusement pas à Pékin en Chine, mais... À Nanning. Donc, essentiellement, t'es la bonne personne pour discuter avec nous de c'est quoi, comment nous, développeurs, on devrait percevoir et interagir, en tout cas mieux interagir avec les gens d'infrastructure, puis c'est le but de la discussion aujourd'hui. OK. Ben, écoute, on va faire une pause, puis on va discuter. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontreal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Marc, on vient de faire une très longue introduction, mais revenons à la base. Pourquoi ça t'intéressait de faire une émission du Visual Studio Talk Show pour parler d'infrastructure
à des développeurs, ou en tout cas au groupe qui a plus pour mission de fabriquer du logiciel que de gérer et opérer les logiciels existants. OK. Ça serait pour expliquer aux gens ce qu'il y a sur le marché présentement puis qui va percer de plus en plus. Quand je dis sur le marché, je parle de ITIL V2, je parle maintenant aussi de ITIL V3, le renouveau. On a parlé dans l'introduction de ISO 20000. On va parler peut-être de CMMI pour service qui s'en vient, qui va sortir. On a parlé de MOF version 4. Tout ce monde-là s'en vient vers toute la même affaire. Pourquoi il y a une convergence de tout ce monde-là? Il doit y avoir un sérieux problème récurrent puis que le monde cherche à résoudre. Ou en tout cas une souffrance. Il y a la souffrance, c'est la souffrance du client qui dit, genre, je mets beaucoup d'argent dans l'informatique, puis c'est quoi que j'ai en retour? Fait que souvent, le client, il sait pas pourquoi il met l'argent, il a l'impression qu'il se fait embarquer, il a l'impression qu'il se fait compter des menteries, il a l'impression qu'il se fait dire des demi-vérités. Fait que le client, il a moins d'argent qu'il y avait dans beaucoup d'organisations, puis l'informatique en vend encore plus. Parce que l'informatique a réussi à vendre aux clients dans le passé de mettre en place beaucoup d'infrastructures. Puis maintenant, l'infrastructure, il faut que tu la modernises, faut que tu la mettes à jour, puis tout ça, puis les prix grimpent. Fait que là, tu dis, ce qui était comme, qui avait l'air d'être gratuit il y a 5 ans, là, tu dis, ça a besoin des budgets de millions de dollars. Fait que là, tu sais quoi cette affaire-là? Fait qu'il y a l'impression qu'il s'est fait, en bon français, qu'il s'est fait fourrer. Mm-hmm. Donc, ces gens-là veulent comprendre un peu plus. Donc, la partie service vient faire l'interface plus finement, si tu veux, comme mon exemple du chirurgien. Le chirurgien, il faut qu'il s'adapte pour être plus fin avec les clients, puis avoir plus de psychologie, comme tu disais si bien, pour être capable pas de faire de meilleures opérations, mais d'être capable de donner au client un service qui va mieux apprécier. Souvent, à pas plus cher, là, ça coûte pas nécessairement de l'argent. Donc, c'est une question de donner du service. Puis tout le monde en veut du service. Et là, tous les modèles que je vous ai parlé il y a quelques secondes s'en vont vers le mot service. Mais c'est facile de dire le mot service quand on comprend pas. Fait que ce que je voulais essayer de vous expliquer un petit peu plus ce soir, c'est où que les développeurs vont entendre parler ou vont se faire sonner à la cloche du mot service. Parce qu'il y a une réalité. En tout cas, à moins que tu sois dans une petite organisation où tu assures toi-même les opérations, dans beaucoup de grosses organisations, il n'y a pas juste un décalage entre l'équipe de développement et les équipes d'infra. Il y a un schisme. En tout cas, c'est deux mondes qui se parlent peu, qui se communiquent peu. Souvent sont séparés. Physiquement, sont sur des étages différents, dans des groupes différents. Ils ont des bases de données différentes qui se parlent pas une à l'autre. Quand on parle de bases de données, c'est toute la connaissance qu'ils peuvent avoir. Par exemple, ces systèmes qui opèrent, c'est au niveau des opérations, eux autres, ils vont utiliser des outils de monitoring, puis nous, on va plus utiliser un gestionnaire de code source. Donc, nos façons de garder notre connaissance, c'est pas du tout ou en tout cas, notre mémoire n'est pas du tout arrimée. Ouais. En deux façons différentes. Oui, puis t'as raison, parce que j'ai fait un mandat à Paris, là, puis le responsable du développement informatique, puis le responsable des opérations informatiques, quand ils se rencontraient, là, tu voyais les couteaux qui passaient de bord en bord de la table. Là. Et souvent dans des meetings, c'est extraordinaire. Les gens s'assoient face à face. Oui. Il y a une grande table de conférence. Les gens d'infra sont d'un côté, les gens de développement sont de l'autre. On dirait que on se prépare à s'affronter. Oui. Ouais, mais c'est pas dû aussi au fondamental des métiers. C'est-à-dire que les gens d'infrastructure, eux autres, là, ce qu'ils aimeraient, là, parce que leur mission, eux autres, c'est ce qui marche doit continuer à marcher, il faut pas que ça change. On veut de la stabilité, on veut que ça opère. Nous, les gens de développement, tout ce qu'on veut faire, c'est changer leur maudit environnement parce qu'on veut déployer du nouveau logiciel. Bon, regarde. Donc, t'as une dichotomie qui fait que pour les gens d'infra, on est des empêcheurs de tourner en rond parce qu'on veut toujours déployer du nouveau logiciel. Ça serait tellement simple, il n'y aurait plus de nouvelles versions. Leur système serait stable, il bougerait plus. Puis nous, on a l'impression que eux autres, ils veulent jamais nous laisser faire ce qu'on veut faire, notre travail, parce que essentiellement, il faut remplir 28 formulaires et il y a ces deux mondes-là. Ça, là-dessus, vous avez bien raison. Dans beaucoup d'endroits, ce que j'ai vu, c'est que quand on veut amener du changement, on passe ça par des formulaires.
Ça a aucun sens, là. Excusez l'expression, mais c'est niaiseux. Mais effectivement, on essaye d'enrégimenter le monde. Puis si les gens qui veulent être enrégimentés, ben, ils ont juste à s'enrôler dans l'armée. Mais ça serait correct. Tu sais qu'il y a une raison pour ça, le formulaire. C'est que tes demandes de changement, là, tu vas faire juste celles qui sont vraiment nécessaires parce qu'on te demande tellement de remplir de papier que tu t'en feras pas à tous les semaines pour le fun. Tu vas en faire une à tous les 3 ou 4 mois parce que tu dis, bon, là, juste remplir les papiers, j'en ai pour... Tu sais, donc, c'est une façon de se protéger pour les gens d'infrastructure. C'est-à-dire, eux autres, là, quand ils vont demander des changements, ça va être pour sérieux. Pas pour le fun parce que hier, ils se sont trompés puis aujourd'hui, ils voudraient déployer une nouvelle version. Non, ça va être sérieux. Donc, c'était une façon... C'est dans une vision un peu archaïque. Mais tu vois, là, je l'ai fait avec un groupe à Laval, là, dernièrement, puis on a rendu ça, là, au 555. On a pris la 20 000, puis on a pris un petit peu de ITIL, version 2, puis on a rendu ça simple selon leurs besoins. Ils trouvent pas qu'il y a trop de paperasse, ils trouvent pas qu'il y a trop de formulaires. Au contraire, là, ils commencent à trouver là, que tout le monde va travailler ensemble, puis tout le monde veut travailler ensemble pour arriver à quelque chose. Puis là, le client voit des résultats, puis le client, il dit « Ouais, c'est le fun, là. » Mais les TI commencent à dire au client, là, c'est quoi tu veux? Il faut que tu sois précis de nous dire ce que tu veux pour qu'on te donne ce que tu veux. Si tu sais pas ce que tu veux, ben là, on va t'aider à savoir ce que tu veux avant qu'on le construise. Fait que le monde se parle plus. C'est pas la fin du monde, là, tu sais. Mais le monde se parle plus à partir de vraies choses. Puis c'est là que tu vois l'avantage de tout ça, parce que ça coûte un petit peu moins cher pour te donner peut-être un meilleur résultat. Mais tu as parlé un mot-clé, tu as parlé de gestion des changements. Pas de gestion du changement, il y a une nuance. C'est sûr que dans les systèmes CMMI puis d'autres, là, on part toujours avec le noyau gestion des changements. Puis c'est parce que tout le monde va avoir toutes sortes de petits changements de ci, des petits changements de ça, puis c'est toujours un peu partout dans l'organisation, éparpillé. Fait que là, dans les nouvelles façons de voir les choses, c'est que tout va s'en aller dans un, disons, appelons ça pour tout de suite, un bureau de changement, puis on va enregistrer tous les changements. Donc, une queue unifiée où tout le monde se met en ligne. Mettons, c'est ça. Puis c'est sûr, ça sera pas enregistré en ligne, mais ça sera un peu linéaire. Puis après ça, on va trier là-dedans, on va dire qu'est-ce qui est vraiment important, moins important. C'est ça. Qu'est-ce qui est... Là-dedans, excuse-moi, on va retrouver des demandes de clients. Est-ce qu'on pourrait retrouver des demandes de l'infrastructure, mais aussi des demandes absolument, du développement? Des bonnes idées des développeurs. OK, parfait. Qui dit, garde, là, on s'est aperçu là, que quand on a sorti la dernière version, là, on aurait peut-être pu faire ça puis faire ça de même. Fait que la prochaine fois, vous allez nous demander de travailler dessus. Nous autres, ces 3 petits 4 morceaux-là, on va les travailler. Fait que ils les mettent, comme tu dis, ils les mettent dans le queue. Okay. Puis là, ils ont livré un logiciel puis ils l'ont implanté ou du hardware. Puis là, il y a eu des incidents. Il y a quelque chose qui marchait pas. Fait que là, ils ont enregistré les incidents. Puis là, ils ont mis ça dans le système. Puis il y a quelqu'un qui a dit, la prochaine fois qu'on va faire des changements, on va s'en occuper. Fait qu'ils mettent ça dans le queue. Mais aujourd'hui, là, c'est pas différents systèmes qui, tu sais, gestion des incidents, c'est une BD à quelque part. Au développement, souvent, on va avoir ça, nous autres, par exemple... Un bug tracker. Ouais, un bug tracker ou dans Team Foundation Server. On est dans des silos. Oui. Est-ce qu'il y a forcément un besoin de tout réunifier? T'as dit que la clé au début, t'as dit c'est pas un problème technologique. C'est ça. Donc, peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire faut faire une base de données tout unifiée. Peut-être c'est juste de ramener ça sous un même, en tout cas, un groupe qui a le chapeau de prendre ça tout en compte. Oui, absolument. Absolument. C'est le groupe qu'on va appeler, que tout le monde appelle le groupe de la gestion du changement, avec, disons, on va donner un titre, là, on donne pas d'augmentation de salaire, juste le titre. Gestionnaire de changement. Fait que le gestionnaire de changement, lui, il regarde tout ça rentrer, comme tu dis, dans la queue, puis là, il dit, oups, ça, c'est pas grave. Ça, les autres, ils nous ont dit que c'était mineur, ça, c'est moyen, ça, c'est majeur, puis ils s'en vont de même. Puis là, ils vont aller consulter un paquet de gens. Fait que les paquets de gens, là, qui, comme tu disais si bien, là, une gang qui s'assoit sur un bord, puis une gang qui s'assoit sur l'autre bord de la table, mais ces gens-là vont se mettre ensemble, puis ils vont dire, regardez, comment est-ce qu'on peut organiser ça? On fait ça tout de suite, on fait ça plus tard, ça, c'est-tu important? Ça, on le fera pas parce que ça coûte cher, ça, il faudra qu'on demande la permission au client. Donc, à partir de toutes ces demandes de changement-là, on peut arriver puis faire un gros projet. Puis des fois, tu as du budget pour faire un gros projet. Là, tu dis, on va amalgamer des petits besoins, puis on va mettre ça de même. Fait que la norme ISO 20000 là parle, puis les autres parlent de la même chose. Mettre un bureau, pas un bureau de projet, un bureau de gestion de changement. Et ce bureau de gestion de changement-là va faire opérer un bureau de projet pour les gros changements.
Donc, la grosse nuance, si on peut le dire de même dans la même C'est phrase. que les projets sont initiés par des demandes de changement, même pour des gros projets. C'est-à-dire qu'un gros projet de plusieurs millions de dollars, il arrive pas comme ça parce qu'un vice-président un jour a décidé, ou souvent c'est pas le vice-président, mais un client dans une division qui dit moi je veux pas une plateforme d'affaires, c'est plutôt documente-les, spécifie-les comme il faut, comme un changement. Elle peut être très grosse, mais puis elle va passer dans la même moulinette. Elle va passer dans la même moulinette. Mais tu as raison de dire que l'autre, il dit, garde, là, j'ai de l'argent, puis je vais avoir ça. Puis quelqu'un dit, OK, de base, ça a du sens, on va te le faire. Mais ça va aller dans la moulinette de gestion des changements qui va dire, une minute, là, les gars d'infrastructure vont dire, wow, avez-vous pensé que si vous installez ça, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur l'infrastructure? Gestionnaire des données va dire, oh, minute, là, il y a du data management à faire dans ça, là. Fait que tout le monde alentour de la table, incluant le client, vont pouvoir partager puis dire, regarde, faudrait qu'on regarde ci, faudrait qu'on regarde ça. Donc, tout le monde va se mettre ensemble pour dire, est-ce qu'on se met les deux pieds dans les plats? Ou est-ce on profite de ce budget-là qui nous arrive là comme ça, puis on profite pour faire quelque chose qui va bien fonctionner, qui va nous permettre peut-être même de faire des petits changements qui traînaient, qu'on va pouvoir les incorporer dans le projet. Mais donc, ce bureau de changement-là, ou ce groupe de changement-là, tu vas retrouver au sein de ce groupe-là des représentants des développeurs et des représentants de l'infra et probablement des représentants des clients. Oui. Et peut-être des représentants, en tout cas, tous les représentants qu'il faut, parce que tu peux avoir même des partenaires externes. Oui, au niveau affaires aussi, parce que c'est ça. C'est le centre, finalement, de tout ce qui va se faire comme projet. Oui. Donc, ça prend des gens qui, connaissent le business. OK. Ils connaissent tous les petits raccoins de l'entreprise, dans le sens comment l'entreprise fonctionne, c'est quoi les problématiques et tout ça, de sorte qu'ils puissent prendre des décisions qui sont éclairées. Là. Ouais, Absolument. Mais là, je peux-tu m'en faire avocat du diable un peu? Moi, je suis membre de l'Association québécoise des informaticiens et informaticiens indépendants. Oui. À toutes les semaines, on voit les offres de pas d'emploi, mais de contrats. Je vois jamais, moi, des offres de contrats gestionnaires de changement. Tu vois des gestionnaires de projets, ça, on en voit beaucoup. On voit beaucoup des développeurs. Oui. On voit beaucoup, pas tant que ça, mais on voit architectes. De plus en plus, je dirais que c'est quand même positif. Évidemment, de l'infrastructure. De l'infra. Oui. Mais gestion de changement, je vois jamais ça. Donc, c'est-tu qu'il y a un problème dans toutes les organisations ou c'est parce que c'est sur un autre terme qu'on le définit dans l'industrie? Je pense pas qu'on irait chercher un gestionnaire de changement comme ça, là, à l'extérieur. Sous forme de contractuel. On va aller chercher quelqu'un, là, peut-être plutôt à l'interne. Comme tu dis si bien, qui connaît pas mal toute l'organisation, qui est aussi bien vu du côté client que du côté infrastructure que du côté développement. Quelqu'un qui est assez neutre, qui est reconnu pour son intégrité, qui est reconnu pour être une bonne tête, là, tu sais, qui est capable de prendre pour l'organisation, non, c'est pas nécessairement pour un groupe. Mm-hmm. Fait que ça va être peut-être un recrutement à l'interne, effectivement. Donc, tu verras pas beaucoup ça. Ma source d'information était pas bonne, là. Mais si on regarde plus mais aujourd'hui, dans les organisations, on a vraiment des gens qui ont ce rôle-là, ce chapeau-là, de plus en plus. De plus en plus. Puis c'est des gens qui vont être aussi des médiateurs, des négociateurs. Regarde, si on essaie de te faire ça va être ci, puis ça va être ça. C'est quelqu'un qui est capable là, de vraiment avoir un langage universel, qui est capable de parler le langage d'un petit peu tout le monde. C'est pas une job facile, mais c'est une job bien valorisante. Donc, lui, comme tu disais, il amène tout le monde à la table pour parler. Donc, ça veut dire, un petit peu comme la médecine, je reviens à mon affaire de chirurgien, les clients connaissent plus la chirurgie qu'avant. Donc, ils sont capables de parler, de comprendre des concepts de médecine puis de chirurgie, parce que là, il y a des nouveaux livres puis tout ça. On peut aller sur Google, sur Internet. Ils sont capables de faire toutes d'affaires. Ils sont capables de parler plus le langage du médecin ou du chirurgien, puis le médecin fait la même chose. Fait que, tu sais, ils se parlent un petit peu plus, puis ils se comprennent un petit peu plus. C'est de ça qu'on parle. Mais là, est-ce qu'on peut résumer toute la norme ISO 20000, parce que tu as amené une copie de la norme ISO 20000. Écoute, moi, ce qui me surprend, c'est, tu sais, absolument, une norme, les auditeurs, là, ça dit, c'est une grosse brique, là, 3-4 pouces. Non. Ça fait, écoute,
ça fait pas un centimètre, cette affaire-là. Non, mais écoute, ça fait à peu près 15 pages de texte. 15 pages de texte. Ça, c'est la norme au total. 15 pages. Donc, est-ce que la norme, c'est juste ça, de dire faites un bureau de changement ou Non, ça c'est un point. En fait, ce que la norme parle, pourquoi que la norme a juste 15 pages? Parce que les gens qui l'ont écrit, ils ont dit effectivement, plus on va en écrire, moins les gens vont comprendre. Fait qu'on va essayer de synthétiser tout ça. Fait qu'ils ont essayé de mettre ça. Fait qu'ils ont été chercher des morceaux de la vieille norme qui est en train de se remodéliser, là, la vieille norme ISO 9001. Okay. Parce que ça, celle-là, tu peux l'auditer. Parce qu'avant ça, les gens disaient, je suis utile. Il y a même des fournisseurs, là, qui m'écoutent, qui disent que leur logiciel est compliant. Mais ça n'existe. Ça veut dire quoi, ça? Ben. Ça veut rien dire, ça veut rien dire, là. Ça veut rien dire. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour dire ça. Ça l'aide peut-être à épater un acheteur qui, lui, sera pas très... C'est ça. C'est comme... Ouais, c'est comme la pilule miracle, là, tu sais. Si tu sais pas c'est quoi des miracles, ben, tu peux prendre la pilule puis penser que tu en as un. Fait que, donc, tout ça fait que la norme, ce qu'ils ont fait, ils ont réduit le texte au minimum. C'est sûr que pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, ils ont produit un guide qui vient avec. Le guide, lui, il fait peut-être 30 pages. Une trentaine de pages. Et sur 15 pages, donc, la table des matières, mettons, les gens peuvent pas voir le texte, mais la table des matières, ça a l'air de quoi, un peu? Regarde, dans la table de matières, on dit, bon, c'est quoi la norme, puis c'est quoi la portée de la norme, puis où ça s'applique. On va expliquer comment est-ce que vous devriez planifier vos nouveaux services. Fait qu'il explique tout un concept de planification. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un bureau de changement, parce que... Ben, le bureau de changement va venir jouer dans ça, mais il y a bien du monde qui vont jouer. Donc, comment vous allez mettre ça? Puis après ça, ils vont commencer à parler des ententes de service. En anglais, on appelle ça des Service Level Agreements. Ouais, c'est là. Donc, les ententes de service. Là, ils vont dire, ben, si vous avez des ententes de service, il va falloir que vous les fassiez un peu de monitoring pour vous assurer que ça fonctionne. Là, ils vont parler de gestion des incidents. Probablement, dans beaucoup d'organisations, c'est assez connu. Gestion des incidents, gestion des problèmes. Parce que les problèmes, c'est quand tu sais pas quoi faire avec. Parce qu'on s'entend, que je signe n'importe quel Service Level Agreement, donc n'importe quelle entente de service, si aucune mesure, ça vaut 0. C'est ça. Ben, ça veut dire que celui qui est responsable de te livrer cette entente-là, il est mandoré. Il dit, bon, mesure rien, donc ça veut dire que je peux... tout va bien. Tout va bien, je vais toujours dire tout va bien. Regardez, là, sans vouloir être pas fin pour personne, tu sais, si tout le monde avait su que la gestion des armes à feu aurait coûté le prix que ça a coûté, ben, tu sais, le monde aurait peut-être dit, on va faire attention avec la gestion des armes à feu, mais ça a été vendu pour, je sais pas quoi, là, 100 millions, puis ça a coûté 2 milliards. Puis il y a d'autres projets comme ça, là, on parlera pas du métro de Montréal, de son extension. Il y a beaucoup de projets comme ça qui, si t'es pas mesuré, puis c'est pas regardé, puis par la suite, si tu pratiques ou pas pratique. Peut-être que ça l'est, mais t'as raison. Les mesures sont bien importantes. Donc les mesures font en sorte que là, les gens se disent, ben, on va avoir les critères, mais en plus d'avoir les critères, il apparaît justement des problèmes parce que en mesurant, tu te rends compte que oups, ça marche pas à telle place. Puis là, faut que tu les gères, ces problèmes-là. Faut que tu les gères, puis faut que tu les gères comme il faut. Exemple là, qu'il y a eu à un moment donné aux États-Unis, il y a une ville qui envoyait une satisfaction de la clientèle pour l'étiquette. Fait qu'il disait, vous avez reçu une étiquette il y a quelques semaines. Êtes-vous satisfait du service? Mais gars, ben ça. Il était pas fou. C'était bien fait. Ils ont dit, est-ce que la police, l'officier de police a été poli? Est-ce qu'il a été précis sur l'infraction que vous avez faite? Est-ce que il disait pas là, juste la question ouverte de même? Étiez-vous content de payer $40 maintenant? C'est ça. Donc tu vois. La réponse a été facile, ça. C'est ça. Tu sais, ils ont pas posé la question est-ce qu'il y avait une casquette rouge là, mais ils ont posé des questions précises. Ils ont posé des questions précises pour savoir c'était quoi la satisfaction. Puis ils ont été surpris des réponses. Les gens ont dit je suis peut-être pas d'accord avec le prix à payer, là, mais je suis d'accord que l'agent était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Fait que tu vois, tu peux faire une des mesures qui est vraiment valable, c'est la satisfaction de la clientèle. Êtes-vous content de ce qu'on vous a installé? Donc, si je continue dans la table des matières, après ça, on parle de continuité de service. Parce que c'est bien beau de parler d'un service à tous les jours, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a un feu? Qu'est-ce qui arrive s'il y a quelque chose qui marche pas? Comment est-ce qu'on va continuer à donner du service? Ouais, Combien ça va coûter? Puis le client, est-tu prêt à payer ça? Parce que des fois, le client, il sait pas combien ça coûte.
On y parle pas, puis on y dit pas. Puis là, quand ça vient pour péter aux frettes, on y dit, ben là, ça, pour 1,5 million, là, on va te le faire rouler. Il dit, minute, là. Des fois, tu sais, il y a tous des niveaux. Oui. Les clients vont tous dire, oui, ça me prend une relève de désastre. Si Si je passe au feu, il faut que demain matin, je sois capable d'opérer. Mais c'est-tu demain matin à la première heure ou ça pourrait être 4 jours plus tard? Parce que à 4 jours plus tard, probablement, ce que j'ai besoin de mettre en place aujourd'hui au cas où tu passes au feu me coûte beaucoup moins cher que si tu veux que ça soit là le lendemain matin. Il y a des millions de différences. Regardez un exemple bien précis. On parlait des hôpitaux. Là, je travaille avec un client. Leur continuité de système au laboratoire, c'est que si les systèmes informatiques brisent, ils ont un arrangement avec l'informatique qui passe au mode papier. Fait que pour le client, là, le bénéficiaire, le malade, le patient, lui, c'est transparent. Il y a toujours accès. Parce que les deux se sont parlé. Puis on dit, regarde, si toi, t'es pas capable, mais toi, tu vas me rétablir mon service en quoi, là? 4 heures. OK, moi, je vais m'organiser pour fonctionner papier pendant 4 heures. Je peux-tu mettre un petit programme Excel sur un portatif, puis on va rentrer les données, puis après ça, on va faire une dompe par la suite. Tu vois, les deux parties travaillent ensemble. Puis ça coûte moins cher de dire, faut absolument que chacun de mes employés ait un autre ordinateur en backup, un. Secondo, là, c'est bien beau mettre des ordinateurs en double, mais si le réseau est pas doublé, ça vaut rien. Donc là, ça veut dire un double. Les coûts augmentent de façon astronomique. Puis souvent, ces niveaux de qualité-là, le client, lui, quand tu lui poses la question, veux-tu une relève de désastre? Sa première réponse, il va toujours te dire oui. Ben oui. Puis si tu lui poses pas plus, puis tu décides, toi, c'est quoi le niveau? C'est ça. Mais vu qu'on est tous des professionnels, on est capable de poser des bonnes questions au bon moment. On pose pas des questions trop ouvertes, puis on essaie de poser des questions un peu plus fermées pour que le client nous dise vraiment là, ce qu'il veut puis ce qu'il a de besoin. Donc, peu comme l'exemple de ton sondage, là, où les questions étaient précises. C'est précis. Okay. Donc, dans notre cas de laboratoire, là, puis je présume que c'est comme ça c'est pas dans la région de Montréal, c'est dans une autre région, mais je présume qu'eux autres ici, j'espère qu'ils ont la même entente, parce que comme tu dis, Mario, c'est moins cher. Parce qu'il dit, si l'informatique, nous autres, on sera capable de fonctionner sans problème pour 24 heures. Fait que tu as 24 heures pour rétablir ton affaire. Puis nous, on va marcher papier. Puis là, tu sais, on va marcher papier. Il dit, oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour transférer l'information de tel hôpital à tel hôpital? Il dit, c'est pas grave. On a fait un petit contrat avec les chauffeurs de taxi. Puis ils ont des enveloppes scellées avec un sceau dessus. Puis quand l'autre il reçoit l'enveloppe scellée, il vérifie que le sceau a pas été brisé. Donc, il sait que l'information est confidentielle. Fait que, tu sais, ça coûte pas cher des taxis. Oui. Fait qu'il y a moyen de s'organiser avec le client. Donc, continuité. Puis moi, on fait ça aussi dans notre vie personnelle. Moi, j'ai pas 2 voitures, même si j'ai 4 enfants, puis on est tous les 2 sur le marché du travail, on a une seule voiture, parce qu'on a fait une analyse de coûts, on s'est rendu compte que pour tous les cas d'exception où un moment donné, on avait besoin d'un deuxième moyen de transport, ça coûte beaucoup moins cher de prendre un taxi, même si ça peut sembler à prime abord, dire un taxi, ça peut sembler luxueux, beaucoup plus luxueux que de prendre le transport commun. Mais tu sais, une deuxième voiture, mettons que si je suis à quelqu'un qui me coûte 10 000 par année, combien de taxis il faut que je prenne avant que j'aie dépensé 10 000 Absolument. À 20 piastres du taxi, ça veut dire que c'est 500 taxis que je peux prendre dans l'année. Moi, si je faisais de la consultation dans la même ville, parce que je fais à peu près 30 000 kilomètres par année, je faisais de la consultation dans la même ville, je n'aurais pas d'auto. Parce que ça serait pas payant. Non. Mais bon, ça fait bien d'avoir 500 taxis dans une année, 20 $ du taxi, c'est quand même un déplacement, tu sais, bien, là. Donc, en moyenne, si je fais cette moyenne-là, c'est-à-dire que je peux prendre 500 taxis si ça veut dire qu'il y a 365 jours ouvrables. Oui. On s'entend tous que c'est une vision un peu utopique, parce que le week-end, surtout si on va en Amérique du Nord, on fait des distances de 300-400 km. Oui. Parce qu'on se déplace, donc le besoin d'une voiture est probablement plus vaste que juste cette petite analyse sommaire-là, mais l'exemple, c'est juste pour démontrer que au niveau des systèmes informatiques, on peut aussi faire l'exercice. Ouais. Puis tu pourrais aussi avoir une entente avec je prends une autre compagnie, Avis ou n'importe qui, où tu vas louer des voitures les fins de semaine qui sont vraiment pas chères parce que c'est le gros prix la semaine, mais les fins de semaine sont pas chères. Je connais des gens qui font ça. Tout à fait. Fait qu'il y a tu vois-tu, quand on parle d'informatique, là, puis quand on parle de s'organiser avec le client, puis qu'on parle de travailler ensemble, non pas une gang sur un côté de la table et une gang de l'autre, on est capable d'arriver à des solutions faciles, valables, puis qui coûtent pas une fortune. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de travailler ensemble, puis ça nous enlève la pression. Parce que tu sais que quand tu commences à développer un logiciel, là, puis tu as une grosse pression, faut pas que ça coûte cher, faut pas que ça prenne de temps, faut pas que tu veux ça, c'est pas facile de travailler. Fait que l'idée aussi de ces normes-là, c'est que ça t'enlève un peu de sueur.
Ben, écoute, je vais te laisser continuer sur la table des matières. Donc, sur la table des matières, on dit, si vous êtes pour être une organisation, l'informatique, vous êtes une organisation qui est valable, vous allez tenir un budget. Oh, là, tout le monde dit, j'en tiens même pas chez nous, là. Faut que j'en tienne un au bureau, là. Ouf. Puis là, ben, OK, mais là, ça va être qui va tenir le budget? Ben là, je vais demander à ma femme qu'elle tienne le budget du bureau. Je fais des farces, là, mais, donc, il faut falloir que l'organisation fasse des budgets. Puis mettre des coûts. Donc, commence à donner des coûts, des valeurs, des cost of unit, tu sais, des unités de coûts. Mais il y a des gens qui sont déjà formés là-dessus, des gestionnaires de projet, par exemple. Oui, ils sont déjà formés là-dessus. Puis il y a d'autres mondes qui sont formés là-dessus. Mais le gros changement, là, c'est que tu vas commencer à savoir quoi coûte combien. Ça, c'est un peu difficile des fois, là. Ouais, là, tu t'aperçois que ton service courriel, qui a de l'air insignifiant, il coûte 300$ par année par personne. Pourquoi? Parce que quelqu'un, une année, a décidé qu'il était pour mettre ça sur différents serveurs. Puis là, il faut tout gérer ces serveurs-là. Puis il y a toutes sortes d'affaires de même. Fait que quand tu commences à faire tes coûts, là, c'est pas toujours des... C'est un bon point parce que là, il y a une tendance, tu parles de courriel, là, il y a une tendance à aller en mode outsourcing là, présentement, justement parce que les gens s'aperçoivent que ça coûte très cher gérer ça à l'interne. Moi pis toi, si ça te coûte $300 par personne, par compte, courriel, mettons. Oui. Puis que tu as des hébergeurs, en tout cas en Amérique du Nord, qui pour 9,95$ par personne t'offrent un compte Exchange. Oui. Écoute, c'est 30 fois moins cher. Oui. Donc, il me semble, là, tu te poses la question, tu dis, peut-être que je devrais outsourcer ça. Oui. Mais quand tu commences à penser à ça, il y a du monde qui disent, oui, mais il y a des jobs qui vont être perdus. Fait que je reviens à mon histoire de chirurgien, là. Ouais. Tu sais, le chirurgien, il dit, regardez, là, monsieur, vous êtes gelé le gros orteil, là, à faire de la raquette, là, en quelque part en hiver, puis vous aviez pris un coup trop fort, vous êtes endormi dans le banc de neige, puis votre orteil a gelé. Faut qu'on le coupe. Là, faut qu'on le coupe. Tu dis, non, docteur, vous touchez pas à ça. 3 jours plus tard, il vient te voir, puis il dit, vous savez, monsieur, là, votre cheville qui est rendue bleue, là, c'est parce que la gangrène, elle a monté. Là, on va vous couper le pied. Là, non. Fait que, à un moment donné, il faut savoir quand couper. Il faut savoir quand couper. Parce que si tu coupes pas pour tes courriels, ça se peut que toute la business, j'en ai vu ça, des business de même, que les gens ont pas voulu couper quand c'était le temps de couper. Ils ont gardé toute l'infrastructure puis tout le monde alentour, puis à un moment donné, tout le monde s'est retrouvé au chômage. Écoute, on va continuer cette table des matières, mais si tu me permets, j'aimerais faire un petit intermède pour discuter d'un sujet qui moi, me passionne, pas me passionne, mais m'intrigue toujours. On parle d'exemple du courriel qu'on pourrait justement donner en hébergement. On n'a pas vécu un peu quelque chose de semblable du côté du développement logiciel où beaucoup d'organisations ont dit, ben écoute, pourquoi j'engagerais des informaticiens en Amérique du Nord ou en Europe qui me coûtent très cher, qui me donnent peu de valeur, quand je peux tout envoyer ça en Inde, par exemple. Oui. En Chine maintenant. Ouais, au Vietnam, en Thaïlande. Parce que l'Inde devient trop cher présentement. Entre autres, aussi du côté de l'Égypte. Donc, est-ce que c'est un choix aussi sensé qui a été pris de cette nature-là puis qui s'avère être une bonne décision? Parce que moi, il me semble que mon premier réflexe, c'est de dire, bon, j'outsourcerais pour mon exchange extérieur, ça serait une bonne décision économique, puis peut-être que ça enlèverait un emploi dans mon organisation, ou un ou deux, mais ultimement, ça serait bon pour globalement. C'est-tu la même chose qui s'est passé? Parce que notre réflexe, en tout cas, nous, les gens de développement, c'est de se dire, le temps a démontré que c'était peut-être pas un si bon choix de tout outsourcer, parce qu'on voit les emplois revenir. Oui. Donc, c'est parce que c'était des décisions qui étaient prises un peu trop trop drastiques, genre on sort tout sans, tu sais, un peu comme le bras droit, c'est pas mal ce que le bras gauche fait. C'est ça. Tu sais, des fois, là, on voit des ventes là, de produits sur le marché, là. Tu sais, les gens disent, ben là, c'est pas cher, on va l'acheter. Mais tu dis, regardez, là, il est peut-être pas cher là, mais il va vous durer combien de temps? Fait que, tu sais, si t'achètes quelque chose qui est pas cher, mais qui ne dure pas longtemps, puis il faut que tu le remplaces, ça se peut que ça va te coûter cher. C'est ça qui est arrivé avec le offshore. Parce que j'ai fait un projet ils appellent ça Nearshore. Fait qu'il y avait une boîte ici à Montréal, là, dans le vieux Montréal, eux autres, ils faisaient le point entre le offshore qui était aux Indes, comme tu disais, et les clients américains. Les clients américains qui voulaient pas parler, puis je vais passer les exemples qu'on m'a dit, là, qui voulaient pas parler aux Indiens. Fait que là, ils se sont servis des Canadiens français bilingues qui pouvaient
traduire un peu les besoins des Américains en langage pour que les Juste tu me dis ça, je me dis, putain, c'est une aberration totale, cette affaire-là. C'est pas une aberration totale, c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis on parlait tout à l'heure de la relation processus humain à 80%. Ben, je vous le dis, là, puis vérifiez dans vos organisations si je vous dis des menteries. Il y a du monde qui disait, je vais pas leur parler eux autres parce que, un, je les comprends pas, parce qu'ils parlent un anglais qui est pas le même sorte d'anglais des fois. Ben oui. Et deux, ils sentent pas pareil comme nous autres. Ben oui, mais t'es tout au téléphone de un. Non, mais pas juste ça, mais des fois, ils les rencontraient. Ah Ces ouais? gens-là mangent des aliments qui sont pas nos aliments nous autres. Donc, eux autres, ils ont des senteurs humaines qu'on n'est pas habitués. Ça veut pas dire qu'ils sentent différents, tu sais. Oui. Donc, c'est tout ça qui jouait. Ça n'avait rien à faire avec la technologie. Ben voyons donc. Ben, je te dis. Incroyable. Donc, tout ça pour venir que le offshore a été par la suite du nearshore, puis là, se sont aperçus que quand ils envoyaient des explications à ces gens-là comprenaient les explications en anglais, mais ils comprenaient comme il faut, mais sans avoir le contexte culturel de la chose. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, d'autres, ils appliquaient ça d'une façon non culturellement contextée, si je peux dire ces mots-là. Et quand ça arrivait ici, ça n'avait pas de sens, tu sais. Donc, effectivement, c'est le concept de offshore, là, tu sais, ça a un sens. Ça se peut fort bien que dans certains domaines, pour certaines affaires précises, on peut le faire, puis on le fait. Si nous autres, on en fait, là, nous autres, le consommateur moyen, là, dans les familles des gens qui nous écoutent, le consommateur moyen, là, il en fait du offshore. Parce qu'on achète beaucoup de produits qui viennent de la Chine. Oui. La plupart. Si vous avez surtout des clients des grosses chaînes à la Walmart, pour pas les nommer, il y a beaucoup de choses qui viennent. J'ai été passé 3 semaines en Chine, puis je vais te dire que ces gens-là sont capables de faire une excellente qualité, puis ils sont capables de faire une pas bonne qualité, dépendant là, à qui ils vendent. Mm-hmm. Donc, quand on parle d'informatique puis qu'on parle de offshore, ces choses-là, effectivement, là, présentement, comme tu dis si bien, il y a un effet boomerang, là, qui fait que ça nous revient parce que ça marche pas. Parce que on n'a pas pris en contexte, on n'a pas été assez, comment je dirais, dans une certaine profondeur d'esprit. On a vu l'idée de dire que, on va faire de l'argent, et aussi, dans certains cas, ce que moi j'ai vu, ça faisait bien de dire là, qu'on faisait faire nos affaires. Tu sais, ça fait bien de dire que je fais laver mon linge là, chez un tel ou chez un tel. Donc, oui. Ce que je vois, puis qui a un certain succès, même si d'un point de vue architectural, c'est peut-être pas une solution, c'est loin d'être une solution optimale. C'est que parce que au niveau des architectures, on n'a pas été capable de faire des modules indépendants qu'on peut tester à la pièce, puis que la seule façon qu'on peut tester l'application, c'est dans sa totalité, ce qui veut dire par son interface usagée, donc beaucoup de clics de souris, travail qui est presque pas automatisable, qu'on a besoin à ce moment-là de sueur de bras. Ben, je vois beaucoup d'organisations qui disent, ben là, les tests, là, je vais les documenter, puis là, je vais les donner à faire justement en Inde. Et ça, il semblerait parce que essentiellement, tout ce qu'on attend en retour, c'est qu'on ait trouvé des problèmes, puis que t'as pas d'unité de mesure pour savoir, tu sais, si tu trouves 100 problèmes, tu penses, 100 c'est bon, mais peut-être qu'il y en avait 3 millions, donc 100 sur 3 millions, c'est très faible, mais on n'a aucune unité de mesure pour savoir la vraie qualité qu'on reçoit. Donc les gens disent, ben je retourne ça, puis ben écoute, il me coûte pas très cher, donc puis ils ont un sentiment que à la fin ils disent bon j'ai fait du contrôle de qualité, mais ce que je dis c'est que c'est non optimal parce qu'on est très loin de ce qui serait du vrai contrôle de qualité, on est très loin d'avoir des bonnes architectures, mais c'est l'état de l'art souvent dans l'industrie actuellement qui est à un niveau de maturité très très faible. Mais si tu reviens un petit peu là à des éléments du sujet, tu vois avec notre groupe qui a fait des gestions des changements, ces changements-là ont été à des groupes de gestion de projet ou un bureau de projet ou des groupes de projet qui ont fait du projet informatique. Les plus petits changements ou les changements urgents ont été traités peut-être des fois par les mêmes personnes, mais via un autre modèle de gestion de changement. Puis là, on a fait des mises en production. Mm-hmm. Fait que là, quand tu fais ta mise en production, là, il y a un groupe, selon ISO 20000, qui dit, avant d'aller en production, on va tout vérifier que tout est correct.
C'est pas des grands spécialistes du développement, mais c'est des gens qui ont le mandat de regarder, ou la personne, tu sais, dans une organisation, des fois tu en as juste ça, qui est la personne qui va tout regarder, que ce soit tout correct. Exemple, s'il faut qu'on envoie des avis des avis en anglais et en français, ben le français, il se comprend-tu bien pour l'installer, puis l'anglais se comprend-tu bien? On dit-tu à la même heure? Parce que des fois, en anglais, on utilise AM, PM, puis en français, on utilise le système international. Il y a toutes sortes de petits problèmes de même qui arrivent. Mais ça, Marc, là, ça, c'est un endroit où la technologie peut être mise à bon escient parce que oui. Ce que je veux amener par là, c'est qu'on fasse tout ça manuellement, ça prend pas de temps que les individus sont ensevelis face à trop de complexité. Oui. Parce que, écoute, le logiciel, il est compliqué parce que si t'es rendu, t'as 25, 30, 40, et à toutes les fois qu'on arrive à cette étape-là, quand on leur dit, bon, mais là, manuellement, ça va nous prendre 65 jours pour vérifier que le logiciel est correct, ben, c'est clair que t'as un gestionnaire qui dit, voyons, ça n'a pas de sens que j'attends 65 jours. Je vous donne 5 jours. C'est ça. Puis là, les gens font une mise en contexte, disant, en 5 jours, qu'est-ce qu'on peut tester de plus urgent? Puis on déploie du logiciel qu'on n'est vraiment pas sûr qui est stable et tout. Puis après ça, on se demande pourquoi on a des problèmes en production. Tu vois, il y a un directeur de testing. Il y avait quoi, eux autres? Il y avait à peu près une centaine d'employés qui faisaient du testing. Première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, écoute, Marc, ici, là, dans cette organisation-là, je te le dis tout de suite, on n'a jamais le temps de le tester comme il faut. Ouais. On a toujours le temps puis les budgets pour pouvoir le réparer. Fait que puis il en sortait du gros logiciel là, c'était pas de petites affaires. Mais c'est très en tout cas c'est une très bonne citation. On n'a pas le budget pour le tester comme il faut, puis le corriger mais on a toujours le budget par après coup parce qu'on sait que ça coûte bien plus cher par après. Oui. On a toujours le budget par après pour le corriger. C'est ça. Puis cette correction-là, tu sais, elle se fait là, à un moment donné un petit peu là, dans plusieurs organisations, elle se fait dans le maquis. Dans ce sens que tu prends le téléphone, tu rappelles ton développeur, tu dis, écoute, là, il y a telle affaire qui marche pas, là, tu dis-le pas à personne, va te le réparer. Mais ce que ça fait dans une organisation quand tu opères comme ça, c'est qu'il y a jamais personne qui sait c'est laquelle version qui est la version officielle. Tu sais jamais cette version officielle-là où elle a été installée. Donc, dans mes gens là qui ont fait des mises en prod, eux autres, ils savent où est-ce que les choses, quelle version est installée où. Fait que, tu sais, il y a un manque d'informations, puis là, c'est le chaos dans l'organisation. Puis personne ne sait trop pourquoi. Fait que les gens continuent à utiliser leurs petits canaux privilégiés qui sont pas des canaux officiels. Ils n'ont pas besoin de compléter le petit formulaire ou de faire l'appel à la bonne place. Ils sont contents parce qu'ils marchent par en dessous. Tu sais, ils ont l'impression, là, c'est comme avec l'impôt, j'ai sauvé 12 piastres, je leur ai pas déclaré là, telle affaire. Mais ce que ça fait au niveau organisationnel, c'est que ça fait un chaos qui, au bout de la ligne, tout le monde paye. Tout le monde paye tellement que dans certaines organisations, ce que je vois, c'est que les gens perdent leur job. Puis c'est pas toujours celui qui perd sa job, c'est pas toujours celui qui a fait le plus de mal dans l'organisation. Non, c'est souvent... tu sais, quand c'est comme un coup de 12, ça, là, tu sais pas quel oiseau que tu vas frapper. Donc, ce qui est important à voir dans ça, c'est qu'avec un bon système de gestion des changements, avec un bon système qui, après ça, va faire des mises en production, avec un bon système de gestion des incidents qui va venir te donner un feedback dans l'organisation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, avec des gens qui, comme tu disais tout à l'heure, avec des bonnes mesures, puis aux bons endroits, pas trop. Je connais une organisation, ils se faisaient mesurer, eux autres, 340 affaires. Fait que au gouvernement fédéral, les 15 premiers jours du mois, ils analysaient les données du mois d'avant, puis les 15 derniers jours, ils fabriquaient les données pour le mois qui venait. Oui, puis je vous mentionnerai pas l'organisation, là, mais... J'aime bien, ils fabriquaient les données. Oui. Parce que moi, j'ai une image souvent que je donne en gestion de projet. T'as la réalité sur le terrain, que les équipes, comment ils travaillent, et t'as un gestionnaire de projet qui, lui, a comme job, les 10 derniers jours du mois, de créer les données tampons pour faire fitter cette réalité-là au plan de projet initial qui est plus du tout suivi, parce qu'il est complètement déphasé. Oui. Mais c'est important quand même de laisser croire au gestionnaire que le plan de projet est suivi, parce que c'était ça qui était le rationnel initial. Oui, parce que la personne dans l'organisation qui amène les mauvaises nouvelles, là, c'est un paria, cette personne-là. Donc, faut on veut avoir du monde qui nous amène des bonnes nouvelles. On veut écouter la radio qui est très légère, qui nous amène des bonnes nouvelles, puis on va attendre ici, puis on veut toujours entendre des bonnes affaires. Le whistleblower, là. Le whistleblower, lui... Mais entre toi puis moi,
que la personne dise, écoute, on n'a pas suivi parce qu'ici, dans le planning, ça disait que pendant 10 jours de temps, on ferait une analyse, mettons, sur telle chose, mais la vie étant que toutes les choses sont itératives et tout, on a travaillé 10 jours, mais on a travaillé sur 28 affaires en parallèle, puis ces 28-là sont quelque part dans le planning anyway, donc c'est pas une mauvaise nouvelle, j'annonce. Tout ce que je vous dis, c'est, les êtres humains font du multitâche. Oui. Et c'est pas vrai dans un planning de gestion de projet très waterfall que les êtres humains sont des robots. Non. Mais on est obligé de laisser croire à nos gestionnaires que c'est ça la réalité parce que c'est comme ça qu'ils prennent leur décision initiale sur je vais approuver le projet ou non. Oui, effectivement. Mais c'est là que tout à l'heure qu'on parlait d'une certaine éducation. Tu vois? Quand ton gestionnaire il est pas éduqué à ce qui se passe, ben lui il va prendre des décisions à partir de certaines mesures qui sont peut-être des bien mauvaises mesures, mais lui faut qu'il se prenne une décision à partir de certaines mesures. Donc il y a des mesures dans la tête, là tu essaies d'y prendre la tête puis d'y mettre là. Okay? J'ai un client là il voulait avoir toutes sortes de données. J'y ai montré, là, il faisait faire des rapports sur des rapports, puis par-dessus des rapports. Il y avait une pile de rapports, là, ça avait peut-être 2 pouces, là, pour les plus vieux, ils vont comprendre c'est quoi des pouces, là. Il y avait peut-être 2 pouces d'épais. 6 centimètres. Merci. Donc, j'ai dit au gestionnaire, vous faites quoi, vous, avec ce rapport-là? Ben, il dit là, il dit, je le regarde. J'ai dit, vous regardez quoi? Ben, il dit, je regarde le rapport. J'ai dit, ça vous dit quoi dans votre tête, vous, ça? Fait que là, il est obligé de me dire, ça me dit rien. Ah oui, écoute, il y a trop 6 centimètres. Il y a trop, j'ai dit, c'est pas d'un rapport, ça, c'est une dompe. Puis j'ai dit, vous qui l'avez demandé, ça vous fait pas honneur. Parce que vous êtes en train de dire que vous êtes capable de lire une dompe, puis c'est pas vrai. Fait que vous demandez quelque chose qui vous aide pas, puis on vous donne quelque chose qui vous aide pas, mais l'autre est content parce qu'il vous a donné ce que vous avez demandé, puis tout le monde est niaiseux, mais tout le monde est content. Ouais. Ouais, c'est vrai, là. C'était un client que je connais depuis longtemps. Puis on est capable de se parler. On peut se parler. Non, mais tu sais, il y a des clients qui l'acceptent parce qu'ils voient qu'à un moment donné, quand je parle d'une certaine façon, c'est juste pour qu'ils comprennent un petit peu plus. Souvent, les clients vont plus accepter quand ils ont eu tellement de souffrance, que la souffrance était tellement, tu sais, ça a fessé tellement fort que là, ils disent, oups, là, faut que je m'assoie, puis faut que je change, je peux plus vivre comme ça. On parlait de processus puis d'être humain, là, tout à l'heure. Regardons dans nos vies personnelles, là, parce qu'on a d'autres vies que des vies d'informatique. Quand est-ce qu'on a appris? On a appris quand ça fait mal. Ouais. Quand ça n'a pas fait mal, on n'a pas trop appris. Pourquoi changer quand tout va bien? Effectivement. Donc, dans l'organisation, c'est la même affaire. Comme tu dis, les gens, ça allait bien, puis ces choses-là. Donc, ça prend des bons outils, des bons indicateurs. Et mon point que j'essaye de faire, c'est que tout ensemble, on va se former. On va tous s'aider à comprendre un petit peu plus l'autre, pas pour se faire embarquer, juste pour comprendre un petit peu plus où est-ce que l'autre est, pour qu'ils soient capables d'ajuster. Pas travailler plus fort, mais ajuster nos affaires pour que ça marche mieux. Mais là, ta norme ISO qui fait 15 pages, oui. Tu viens de nous résumer la table de 26, ça veut dire que pour chacun des sujets, c'est quelques paragraphes. C'est quelques paragraphes. Donc, tu es capable de lire ces quelques paragraphes-là, puis tu as toutes les lignes directrices qui te disent voici ce que tu devrais faire, par exemple, pour être en mesure de gérer tes changements, par exemple. Gérer des changements, là, c'est une demi-page. Mm-hmm. OK? Elle vient d'où, cette demi-page-là? Elle vient nécessairement, elle vient de ITIL. Elle vient de gens qui ont travaillé sur le terrain. Elle vient je te dirais, là, parce que je suis dans le comité, ça vient, disons, de 250 personnes à travers le monde. On va t'expliquer vite comment ça marche. Exemple, les Japonais sont représentés sur le comité. Ils viennent à 2. Un qui parle, puis un qui sait qu'est-ce qu'il faut que l'autre dise. Fait qu'ils arrivent tous préparés, eux autres, avec les documents tous pilés, tous prêts. Mais je sais fort bien, parce qu'il m'a demandé la permission, parce qu'on a un site web, il m'a demandé la permission. Il y a 25 spécialistes des TI au Japon qui, eux autres, ont analysé les documents, puis qui ont fait des recommandations à ces deux-là. Fait que lui, là, il arrive... Ils sont très méticuleux, les Japonais. Ah oui, ils sont méticuleux, là. Mais ils sont ça corrects. doit être différent, j'imagine, mettons... peut-être avec les Québécois, je sais pas. Ouais, c'est pas la, non, c'est, oui. Ou peut-être même, la France, c'est différent, le nord, le sud. Ouais. Mais tu sais, regarde, les Allemands, on sait qu'ils sont aussi, très méticuleux. Mais, je sais pas si t'as des gens de n'importe quel pays autour de la Méditerranée, habituellement, c'est un peu plus... C'est un peu plus relax. C'est un peu plus relax, c'est un peu plus, oui. Mais, donc, cette demi-page-là sur la gestion des changements, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ça vient de plusieurs centaines de spécialistes à travers le monde qui ont essayé d'apporter un texte
le plus éclairé possible, le plus précis possible. Des fois, ils s'ostinent 1 heure ou 2 là, sur une virgule ou sur 2-3 mots là, pour que. Puis l'autre, il dit je suis pas d'accord. Puis là, si vous acceptez pas de changer mon texte, je voterai pas pour la norme. Puis tu sais, il y a toutes sortes de bebelles là-dedans là. Le ton monte des fois. Ah, là, ton monde. Tu sais, puis il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent dans ces affaires-là. Là. C'est tous des humains, puis il y a des compagnies derrière là qui des fois qui ont payé le voyage à certains membres, là, tu sais, qui voudraient que telle affaire soit adoptée plutôt que telle autre affaire, parce que ça pourrait aider les affaires, tu sais. Fait que, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tu as des centaines de personnes qui ont été chercher des exemples précis de vécus qu'ils ont eu. Donc, tu as un consensus international de quelque chose. Mais là, ça fait 15 pages. Oui. Est-ce que je dois comprendre que je lirais ça? Tu sais, ça serait difficile que je m'endorme sur 15 pages. Je sais pas comme une brique de 300 pages. Puis même mais la synthèse fait en sorte que ça se lit, ça se comprend. Oui. Et ça commence toujours par un objectif. Okay. Ce qu'ils disent, là, c'est que le texte que vous allez suivre, là, qui va suivre en arrière, là, il y a comme objectif telle affaire. Parce que si on vous parle de gestion d'incidents, nous autres, la gestion des incidents, c'est qu'on veut faire ça. Donc, dans la gestion des incidents, on veut rétablir le service comme on l'avait négocié. On a négocié un niveau de service. Donc ça c'est simplement, je veux rétablir le service comme on l'avait négocié. Donc, c'est la finalité que je cherche. Puis voici ce que tu devrais au moins, un peu avec une approche prescriptive. Avec une approche très prescriptive, parce qu'oubliez pas que cette norme-là, les gens peuvent se faire auditer et se faire déclarer conformes. Donc, c'est prescriptif. Donc, c'est prescriptif. Donc, tous les mots qu'on va voir ici, là, j'ai la copie anglaise, il y a une copie française qui existe. Ça va être les mots shall, doit, les mots, pas des mots should, devrait. Donc, non, les devraient, on les verra pas dans la norme. Les devraient, on va les voir peut-être dans la tirée 2, là, qui va dire comment faire les choses. Donc, donc, on vous explique ici un peu le minimum viable, le minimum vital, le minimum que vous devez faire. Par exemple, pour la gestion des changements, oui. Tu dois avoir il faut que tu gardes à quelque part une liste. Oui. On va prendre le terme de liste, mais c'est une liste de tous tes changements. Parce qu'ils vont dire, chaque changement va être évalué, chaque changement va être approuvé. Donc, il n'y a plus là, de belles, je leur passe 2-3 petits bugs, puis ils s'en apercevront pas. Parce que c'est ça qui est arrivé, ce qu'on m'a compté. C'est peut-être pas vrai, là. Puis s'il y a un auditeur qui trouve que c'est pas vrai, s'il vous plaît, me le dire, je vais arrêter de la compter. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Revenu Canada, une des raisons là, que ça a pété aux frettes pendant 5-6 jours, c'était que quelqu'un qui a décidé de changer quelque chose sans le dire à personne. Donc, il voulait bien faire. Un petit quelque chose. Il voulait bien faire. Il voulait très bien faire, là. Mais il n'a pas dit à personne, il dit que c'est tellement minime, ça, c'est pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Notre architecture est tellement modulaire, on sait que ça peut pas avoir un impact sur d'autres modules. C'est ça. Donc, le mot-clé ici, c'était approuvé. Ça n'a pas été discuté à la rencontre qui s'appelle un CAB, un Change Advisory Board. Ça n'a pas été discuté. Donc, ça n'a pas été approuvé. Et le change, il dit, après ça, tu vas le mettre en place. Puis une fois que ça va être mis en place, tu vas évaluer ce que tu as fait. Puis ça veut pas dire des comités et des structures hyper pesantes, parce que dans une petite organisation, ton change advisory board, c'est une personne peut-être qui va juste dire oui, c'est beau. Ben c'est ça. Les autres, ils disent, regarde là, il y a deux situations. Il y a des situations régulières, puis dans la norme, ils disent, il y a des situations d'urgence. Donc en anglais, ils utilisent le mot emergency change. Mm-hmm. S'il arrive un gros pépin, là, tu vas-tu attendre 3 semaines que tu vas avoir la réunion de ton comité? C'est niaiseux. Donc ils disent non. Le gestionnaire de changement ou une personne en charge, si jamais il y a quelque chose d'urgent, on va fonctionner comme suit. Donc, on va décider d'avance comment est-ce qu'on va traiter des urgences. Mm-hmm. Tu vois? Et le même phénomène qui est dans CMMI, on parle de tailoring, on dit, garde, là, le projet, il va demander ci, il va demander ça, fait qu'on va faire des ajustements. L'autre ici, ils disent, on va faire des ajustements. Puis, comme tu dis, ça peut être une personne qui prend une décision, pif-pam. L'idée, c'est de se dire, quand je vais avoir des changements urgents, j'ai déjà réfléchi, puis j'ai déjà décidé comment je ferais. Je ferais pas une improvisation avec des crises de larmes, de cris, puis de on s'est parlé préalablement. On s'en allait dans la jungle, puis on savait qu'à un moment donné, ça se pourrait qu'on arrive dans une rivière qui a des piranhas. Fait que si jamais il y en a un qui lâche un cri puis qu'on sait que c'est des piranhas, il n'y a pas l'autre qui dit, bon, ben là, on va faire une réunion, savoir c'est quoi qu'on fait, puis l'autre qui continue à se faire grignoter là, dans la rivière. Là. Donc, on décide d'avance. Voyez-vous comment est-ce que c'est des choses simples? Ben en fait, c'est un bon point, parce que quand tu passais au travers de la table des matières tout à l'heure,
ce qui m'a frappé, c'est tout des choses connues, là. Tu parlais de SLA ou d'autres choses. Mais ce qui est nouveau ici, dans cette norme-là, en fait, ou dans le concept, c'est de faire en sorte que les gens s'assoient, se parlent, puis décident des choses. Oui. Ensemble. Puis que ça soit intégré. Le gros problème, c'est l'intégration. C'est ça qui est souvent, on appelle ça aussi des fois de la congruence, là. Mais moi, ce que je trouve que le gros problème, c'est de l'intégration. Ben, parle-moi donc d'abord à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure de CMMI qui disait que c'était ton niveau de maturité, mais quand on le regarde de façon intégrée, puis là, tu me parles que CMM est en train d'évoluer vers CMM Service. Oui. C'est-tu lié aussi à ce besoin d'intégration-là ou c'est plus juste de dire faut changer notre mindset et penser qu'on offre des services et on n'offre pas de la technologie? Carnegie Mellon dit, effectivement, là, on a peut-être ignoré dans le passé le concept du mot service. Puis là, peut-être qu'on a vu vu qu'il y a bien du monde qui lise ETIL, ça doit être quelque chose de peut-être pas pire, fait qu'on devrait pas, on va embarquer dans la parade nous autres aussi. Mais effectivement, c'est ça, c'est d'être intégré, de tout intégrer. Quand le client, il dit, moi, je vais avoir des courriels, c'est quoi toutes les étapes pour y amener sur son poste de travail des courriels? Mm-hmm. Donc, faut qu'on intègre le hardware, faut qu'on intègre le software, mais il faut qu'on intègre la méthodologie, la communication, les incidents, la rétroaction, la formation. Combien de fois qu'on a vu des logiciels sortir, mais on dit pas besoin de formation, c'est tellement simple, tout le monde va comprendre. Mm-hmm. Tu sais, c'est tout ça c'est tout ça qui est dense, qui parle de ça puis qui est comme ça. Mais c'est l'intégration. Donc, tu ne peux pas, avec la norme ou avec une pensée intégrée, tu ne peux pas dire, on fait un rapport, puis là, tu dis à qui il va le rapport? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le rapport? Comment est-ce qu'on va leur connecter? Fait que, tu sais, tu fermes des boucles, tu mets des barres sur des T, tu mets des points sur les I, puis tu le mets d'une façon simple, mais c'est pas facile pour l'être humain. Parce qu'on est un petit peu, des fois, éparpillés. Puis on aime ça, des fois, là, tu sais, aller... Fait qu'eux autres, là, non, c'est comme ça. Je dis pas que c'est toujours facile de mettre ça en place. Parce qu'ils te forcent la main pour être intégré. Tu me parlais tout à l'heure, comme les Allemands. On sait que les Allemands sont très systématiques. Donc, ces gens-là n'auront peut-être pas de problème à mettre en place des normes de même. Les Japonais, à un moment donné, quand c'était le cas de la norme ISO 9001, ils ont dit, nous, nos standards sont plus élevés que la 9001. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre en place la 9001. Ah. Fait que, dépendant dans quelle culture, parlons de culture, dans quelle culture que t'es, ça va avoir des choses différentes. L'exemple qu'on parlait d'outsourcing puis de culture, j'ai été donner un cours de CMMI avec quelqu'un d'autre au Caire. J'ai aidé quelqu'un d'autre à donner le cours au Caire, puis on a regardé. La culture est tellement différente que sauf que c'est pas pareil. Mais Marc, c'est bien d'avoir une structure, d'avoir un cadre, mais parce que pour les choses qui demandent peu de créativité, je vais prendre ce terme-là, oui. Ça marche très bien. OK. Mais il y a toute la partie, mettons, essayer, par exemple, d'inventer un nouveau vaccin contre le sida. Si on ferait ça avec un cadre CMMI, on n'y arrivera jamais parce que la recherche, ça demande une certaine forme de liberté d'action parce que c'est par la liberté qu'on va identifier des choses. Oui. Est-ce que quand même dans ces normes-là, on se donne tu dis on essaie de voir les choses à l'avance? Est-ce qu'on se donne aussi un cadre pour dire dans notre demande de changement, il y a des projets qu'on va considérer de nature plus exploratoire puis eux autres, on va permettre qu'ils soient faits sur une base plus expérimentale, parce que justement, on a considéré peut-être que il était moins stratégique pour parce qu'il y a des niveaux de services de base qu'on veut dans l'organisation, mais moi, par exemple, dans ma vie personnelle, on va ramener ça à une notion plus personnelle. Je pourrais décider que j'ai quelque chose qui est moins prioritaire, qui serait, avoir plus de connaissances, mettons, sur la musique, tiens. Est-ce que je vais prendre une approche plus systématique, structurée pour apprendre un peu plus la musique que je fais, par exemple, dans mon métier tous les jours, qui est en informatique? C'est pas du tout le même niveau de besoin, tout ça. Donc, la musique, je peux faire ça en dilettante, je peux faire ça. Donc, j'aurais peut-être pas besoin d'un cadre plus formel, mais quand par exemple, je fais mon travail d'informaticien, d'architecte, ben là, écoute, ça se passe d'une certaine façon. Si je le ferais pas comme ça, je serais pas engagé, puis je serais pas capable de vendre mes services comme je les vends. Donc,
on n'a pas la même problématique dans une organisation, ou en tout cas la norme, est-ce qu'elle permet de satisfaire ce besoin-là aussi? La norme permet de satisfaire ce besoin-là. Il s'agit de la lire, comme tu disais bien, d'une façon innovatrice. OK? Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, qui vont lire ça, puis qui vont appliquer ça, là, tu sais. Ils vont dire ça, c'est la loi, c'est le régiment, l'approche militaire pour tout le monde. Tu sais, je vous fais un petit aparté vite. Il y a une jeune femme qui vient de se marier, elle achète un jambon, elle prend le jambon, elle le coupe en deux, OK? Puis elle le met dans le plat, puis elle le fait cuire. Finalement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, pourquoi tu coupes ton jambon en deux? Elle dit, je le sais pas. Ma mère, elle le coupait toujours en deux. Puis il dit, pourquoi que ta mère, elle le coupe en deux? Ben, je le sais pas. Elle était voir sa mère, puis elle lui a demandé. Puis sa mère a répondu, parce que mon plat, dans le temps, il était trop petit. Ouais. C'est pour ça qu'elle le coupe en deux. Donc, tu as raison. Il faut regarder ça avec une certaine innovation. Il faut regarder ça dans le contexte de l'organisation dans laquelle on travaille. Puis il faut regarder ça avec un minimum. Tu sais, quand on dit, faut que ça soit contrôlé. Mais contrôlé, ça veut pas dire que ça va prendre 8 formulaires puis que ça va prendre 4 jours. Donc, quand tu as des gens qui font de la recherche, que ce soit de la recherche là, en pharmacologie, comme tu parles, ou de la recherche informatique ou des niveaux développement informatique, c'est sûr qu'il faut que tu laisses à tes gens un cadre assez large. Oui, parce que la créativité, c'est ça. HP, ce qu'ils ont fait une couple d'années, HP, ce qu'ils ont commencé à dire, ils ont dit, on veut que les gens soient créatifs. Fait qu'ils ont dit aux gens des magasins, débarrez les portes de magasins. Puis ils ont dit aux employés, apportez un morceau chez vous. On sait que vous êtes honnête, là, que vous ne les revendrez pas. Puis on sait que si c'est pas brisé, vous allez les rapporter, là. Mais on laissé traîner des bebelles pour que les gens expérimentent. Des bébés, des magasins, le magasin à l'interne de HP, là, tu sais, parce qu'il, tu sais, il y a des drivers, des scies, des power packs, tout ça, puis les gens, ils ont, tu sais, hey, j'ai une idée à soir, on va l'amener à la maison, on va le tester. Un peu comme 3M qui dit, écoute, t'as 20% de ton temps, c'est pour travailler sur ces projets que ça te tente. C'est ça. N'importe quoi. Puis Google fait la même chose aussi. Bon. Fait que tu vois, on est capable, à l'intérieur de ces cadres-là, d'avoir quelque chose de créatif. Parce que moi, là, quand je me fais opérer, puis je me suis fait opérer une couple de fois, là, quand je me suis fait opérer, moi, je veux pas que le chirurgien il se mette un cartable sur mon estomac pour savoir comment faire la job. Non. OK? Moi, je veux qu'il soit professionnel, je veux qu'il sache quoi faire. Par contre, à la fin, l'hôpital et moi, on va apprécier beaucoup qu'il mette quelques notes au dossier, savoir quelle sorte d'opération qu'il a faite. On lui dit pas comment la faire avant de partir parce qu'il sait pas c'est quoi qu'il va trouver. Mais on lui demande à la fin, peux-tu lui dire c'est quoi t'as fait, puis c'est quoi les médicaments qu'il devrait prendre, puis ces choses-là. Tu vois, on va demander un minimum. Mais des fois, l'être humain, il veut même pas écrire ce minimum-là. Ben, si on n'a aucune mesure, tu sais que tu n'auras pas aucun compte à rendre, c'est dans la nature humaine. Pourquoi se casser la tête quand on n'a pas besoin? Effectivement. Donc, la norme demande des choses. La norme, on peut la lire en faisant des choses, mais en les faisant simples, en les faisant pas compliquées. Puis c'est là tout l'intérêt. Puis c'est là que moi je trouve ça intéressant, parce que on pourrait prendre la norme puis le faire du copier-coller. Ça, c'est pas intelligent. L'idée, c'est de l'appliquer aux besoins du monde. Donc, que les développeurs, comme on a commencé en début d'émission, que les développeurs sachent qu'à certains moments donnés dans leur cycle de développement, il y a des choses qu'ils devraient savoir des gens du service, ou il y a des choses qu'ils devraient dire aux gens des services. Parce que si on essaie de résumer l'essence de notre discussion, puis ça peut être réducteur, puis tu la bonifieras si je réduis trop la vision, est-ce qu'on peut dire que la clé pour réussir à réunifier les gens d'infrastructures responsables d'opérer, de s'assurer que nos systèmes informatiques sont toujours up and running, si je pense ce terme anglais-là, et nos gens de développement qui ont comme pour mission de créer tout le temps des évolutions au logiciel, parce qu'un logiciel qui n'évolue plus, c'est parce qu'habituellement, tu n'as pas un utilisateur qui l'utilise. S'il y a un utilisateur qui l'utilise, il y a des demandes de changement. Oui. Et je viens de dire le mot-clé. La clé, c'est de créer un point central pour gérer toutes les demandes de changement où au moins ces deux participants-là, et puis en plus le client, se retrouvent et c'est cette mécanique-là de demande de changement qui va permettre à tout ce monde-là de se réunifier, de se mettre sur une vision commune. De se remettre sur une vision commune, de donner une valeur à ces changements-là, et de regarder tout ça ensemble, et par la suite, de travailler ensemble pour le livrer.
Parce que les développeurs qui, à un moment donné, ou les gens du testing qui vont découvrir des bugs, mais là, il faut falloir qu'ils évaluent les bugs. Puis là, on continue dessus, on livre-tu la marchandise même avec les bugs. Mais combien de fois que j'ai vu dans les organisations qu'il y avait des bugs, qui était correct qu'on livre la marchandise même avec ces bugs-là, mais on le dit pas aux gens des incidents. Fait que quand le helpdesk, là, pour parler français, quand le centre de service reçoit un appel, puis il y a tel problème, la personne qui y répond a dit « Ah oui ». Tandis que dans un système comme je vous parle, il y a le bug, on le laisse. Ouais, elle pourrait dire, ah, ben mais oui, c'est on connu. dit, garde, c'est connu. Donc, quand tu vas recevoir l'appel puis que tu vas dire qu'il y a tel bug, dis-leur, voici un script à ce que tu vas leur dire pour que soit le corriger, pas le corriger, mais avoir un workaround ou je sais pas quoi, ou au moins avoir la politesse de dire au client, on n'est pas des imbéciles, on le savait, mais on a pris une décision de le livrer pareil avec ça. On l'a laissé là, le bug, juste pour t'écœurer, toi, l'utilisateur. Effectivement. Mais à tout le moins que l'organisation. C'est ça. On fait passer les développeurs pour des niaiseux quand on fait pas cet enchaînement-là. Tout à fait. Ouais, effectivement. Comme nous autres aussi, les développeurs, souvent on a l'impression que nos gens d'infrastructure sont niaiseux, mais ils sont pas niaiseux. Les autres aussi ont leur contexte et leurs problématiques qui font que on a de la misère à comprendre leur réalité, eux on a de la misère à comprendre notre réalité aussi. Puis le client, lui, au bout de la ligne, il a souvent de la misère à comprendre toutes les réalités de tout le monde. C'est ça. Fait que si on est capable de se parler un peu à partir, mais quand je dis se parler, là, je parle pas qu'on va faire un tournoi de golf, là, puis tout le monde va s'être parlé, puis tu sais, on va avoir pris une bière ensemble, là. Non. Ça donne pas de résultat dans l'organisation. Qu'on prenne une ou plusieurs normes, qu'on aille chercher quelque chose de simple, puis on l'applique tranquillement, pas vite. Puis le petit train va loin, et c'est cette approche-là d'amélioration continue qui est dans la norme, puis qui est partout dans toutes les autres affaires. On va améliorer ça, là. Quand je dis tranquillement pas vite, là, on va l'améliorer, puis on va choisir où on va mettre nos efforts. Comment on réussit à manger un éléphant? Une bouchée à la fois. Donc, paraît-il qu'en Europe, il y a quelqu'un qui a mangé un bessic. Ouais. Ça a l'air que ça, il y a pris une couple d'années, il a mangé le bessic au complet, des petits morceaux à la fois. Des morceaux d'acier, là. Ouais. Ben, ça se digère, là, de l'acier, là, tu sais. Des petits morceaux. C'est là. peut-être difficile, pour la scène. En tout cas, il manquait pas de fer. Marc, en terminant, est-ce que souvent on demande si tu as un site web ou quelque chose que tu voudrais partager? Je sais qu'au début tu nous disais que la norme aujourd'hui que tu nous as amené est en anglais, mais que toi tu as fait un peu comme une synthèse du contenu sous forme de PowerPoint. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait partager. On va se trouver une façon de soit le mettre sur votre site ou le mettre sur mon site. Je vais mettre un lien au moins sur notre site. Puis, c'est ça, on va se trouver une façon pour que dans les prochaines semaines que ça soit disponible. Puis s'il y a des gens qui veulent me contacter, je vais laisser mon courriel. Fait que les gens qui nous écoutent ce soir là, on va acheter ton courriel dans ça va nous faire plaisir là, de répondre aux questions parce que si on parle d'amélioration continue, on parlait de formation continue. Si on parle de formation continue, on va continuer à se jaser même à l'extérieur de l'émission. Écoute, nous on te remercie. Ben oui, merci bien. Donc, fort intéressant de regarder la réalité du développement logiciel, pas dans la loupe juste du point de vue développeur, mais plus global que, ultimement, ce qu'on veut, c'est offrir un service à des utilisateurs, puis les services, parce que les logiciels fonctionnent pas indépendamment du matériel. Faut que ça fonctionne avec du matériel. Tout ça, faut que ça marche ensemble. Puis, on peut pas y arriver autrement qu'en faisant unifier toute cette réalité-là. Donc, on te remercie encore. Nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention? Ce que j'ai retenu, c'est que un outil qui est utilisé par à peu près tous les développeurs.net, je nomme Reflector, qui était un outil gratuit qu'on pouvait télécharger tout à fait gratuitement, et maintenant sous le giron d'une compagnie qui s'appelle Redgate. Pour ce que j'ai compris, puis tu me confirmeras ou tu me diras si je suis dans l'erreur, mais c'était quelqu'un qui travaille chez Microsoft qui a développé Reflector.
Et essentiellement, pour lui, de le passer à Redgate, c'était une façon aussi de plus avoir à supporter l'application et à la maintenir dans le futur. Ouais. Ben en fait, Reflector, pour faire une histoire courte, c'est un utilitaire qui permet de voir le code source, de désassembler là, le code IL, la DLL ou l'exécutable, puis de comprendre un peu comment est bâti le code source. Donc, c'est un outil qui est fort utile. Et puis, cette personne-là, l'a développé on the side, comme on dit. Lutz Roder, pour pas le nommer. Ouais, puis maintenant, c'est sous le giron de la compagnie Redgate. Donc, Redgate a promis d'avoir une version gratuite pour tout le temps. Donc, ils vont offrir un produit qui va être plus haut de gamme par rapport à la version courante, qui va être payant. Mais la version gratuite devrait être disponible tout le temps. Ce qui me fait peur un petit peu, c'est qu'il avait lancé un produit qui s'appelle le SQL Prompt il y a quelques années, qui était gratuit, puis à un moment donné, ça finit d'être gratuit, puis c'était un produit payant. Donc, espérons que Reflector va rester un produit gratuit. On verra ce qui se passera dans le futur. Ouais. Guy, tu me disais que tu voulais nous reparler de Silverlight. En fait, oui, parce que deux gros tests pour la technologie Silverlight, puis aussi deux tests d'adoption de Silverlight. Silverlight a été utilisé pour la diffusion des Jeux olympiques en ligne par la chaîne de télé NBC. Mm-hmm. Donc, ce que j'ai cru voir un peu sur Internet et tout ça, ça a été un franc succès. Les gens ont adoré leur expérience au niveau du streaming de la vidéo. Puis présentement, Silverlight est utilisé aussi pour streamer la vidéo pour la convention des démocrates aux États-Unis présentement. Donc, encore là, un taux d'exposition qui est incroyablement grand. Là. J'avais lu quelques articles où est-ce que les gens disaient Silverlight 1, la technologie compétitrice Flash 0. Donc, parce que essentiellement, les gens voient ça un peu comme un combat de titan entre deux grands joueurs, Adobe et Microsoft. Faut dire que Microsoft ont bien joué leur carte, en tout cas, parce que c'était une... Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait de la compétition dans ce milieu-là. Flash était tout seul dans son créneau. Donc, le fait que Microsoft embarque dans ce jeu-là, fait en sorte que, il va y avoir des développements puis par la force des choses, on va avoir des meilleurs produits. D'ailleurs, si on parle des présentations qui vont débuter avec la communauté.net de Montréal au début du mois de septembre. Et par hasard, ça va être une présentation sur Silverlight. Ben oui. Dominique Sévigny de la compagnie Run Server va nous présenter une introduction pour les développeurs C# et VB sur comment débuter avec Silverlight? Comment faire notre premier Hello World? Donc, quoi installer sur notre poste, quoi downloader, etc. Donc, c'est vraiment la base pour comment partir là, finalement avec cette technologie-là. Donc, ça, c'est lundi, le 8 septembre. Puis, on sait que maintenant, avec la communauté.net, il y a des réunions Team System. Je sais qu'il y en a une le lundi suivant. Oui, donc c'est juste le mardi suivant, ça va être sur le produit DB Pro. Donc, la partie de la version pour le rôle de gestionnaire des... Oui, ça va être le mercredi suivant. Je me souviens plus si c'est le 17 ou le 16 ou le 17. Là. Tout à fait. Allez sur le site de la communauté .NET Montréal. Donc, c'est www.dot.net.montréal.com. Il y a un calendrier pour les activités. On va mettre le lien sur le oui. site. Donc, nous, on se revoit dans 2 semaines. Et on va vous présenter une entrevue avec Fabrice Marguerite. Ça devrait être fort intéressant. Ça va être une entrevue sur Link. Oui, Fabrice qui a écrit le livre... Link in Action. Link in Action, c'est ça, exactement. Donc, d'ici là, on vous souhaite bonne programmation. Au revoir. Visual Studio Talk Show.